rencontré une madame qui parlait parfaitement français là-bas avec l'école des langues d'Irkoutsk. J'ai dit, bon, elle m'a aidé. Pour me retrouver, finalement, parce que le téléphone ne marchait pas, il y avait juste le télégramme, je pouvais faire des télégrammes en latin. Puis j'ai passé du français, ça n'a pas paru. Il l'a pris quand même. Ils l'ont pris pareil. Alors, voyage en Sibérie, tu es allé au Népal aussi. Oui. Et tout ce temps-là, rencontrer des gens, on parlait de solidarité tout à l'heure, là. Moi, c'est surtout la confrontation avec des valeurs, les échanges culturels avec les jeunes. Je crois que c'est vraiment important d'appuyer ça. Parce qu'on arrive, on revient ici au pays, on est prêt à faire des choses, d'aider les gens. D'aider, parce que moi, je travaille dans le domaine de la santé, on est confronté avec différentes cultures, puis on vient des agences de changement, on dit, il y a d'autres réalités, on vient très tolérant. On apprend beaucoup. Comment ça se fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont fascinés par ça, qui sont ouverts à ça et qui vont dire, oh, après le cégep ou avant d'entrer à l'université ou avant de prendre tel travail, je pars pour 1 an, 2 ans, je m'en vais apprendre d'une autre manière? Ben, c'est justement, c'est l'évolution du jeune. On est rendu à un certain stade, tu as fini le cégep, tu sais pas quoi faire. Tu veux clarifier les valeurs que tu as en toi. C'est ça que le voyage te permet. Tu es confronté tous les jours avec différentes valeurs, différentes façons de penser. Ça fait un ménage dans ton intérieur. Et il y a d'autres jeunes aussi dans notre studio qui appartiennent à cette... C'est quoi, c'est Jeunesse Canada Monde? Toi, Stéphane, t'en as fait des voyages aussi? Je suis parti en Inde pendant... Jeunesse Canada Monde, c'est un voyage qui se fait en 2 parties. Une partie au Canada, dans une province d'échange, et une partie dans un pays d'accueil. Moi, c'était en Inde dans mon cas. Puis contrairement à les gens, parce que moi aussi, je partais ça avec mon backsack, puis il nous parlait tout à l'heure, Alain nous dit, j'ai envoyé un télégramme à ma mère pour partager ce que je vivais. Ce qui était bien avec Jeunesse Canada Monde, c'est qu'on part en groupe. On est 7 Canadiens, dans mon cas 7 Indiens, puis t'as quelqu'un pour partager avec tout le temps. Quand t'es toute seule, des fois, c'est difficile d'arriver à partager ces choses-là, parce que t'es heureux des fois t'es down. Tandis que là, avec un groupe, t'as des gens près de toi que tu peux partager. Et puis, c'est une autre forme d'expérience, dans un autre sens, parce que nous, on vivait dans des familles d'accueil. Avec un homologue, une personne que tu n'as pas choisie, tu vis 7 mois avec, 8 mois, indépendamment. Tu dois t'adapter. Et puis tu dois t'adapter avec les familles, premièrement, tant au Canada, parce que c'est pas toujours dans le pays d'échange, c'est plus difficile, autant au Canada qu'en pays d'échange. Une personne que tu n'as pas choisie, que tu dois vivre avec, tu dois coucher avec, tu dois manger avec, tu dois travailler avec. Fait que c'est pas évident. Et puis, pour tout ça, pour dire que finalement, c'est ça qu'on va chercher, je crois, dans les voyages. C'est une forme d'apprentissage qui est non formelle, qui n'est pas comme à l'école formelle, on était ici, on apprend, c'est informel. T'es plus riche de tout ça, toi. Plus tolérant? Tolérant, oui. Puis quand on parle de richesse, ah oui, mon Dieu, j'ai grandi, je pourrais dire, qu'à faire parle d'un de mes voyages, que s'il était 6 mois, j'ai dû grandir 32 années. J'ai grandi tellement, j'ai appris tellement, j'ai confronté mes valeurs. J'ai confronté ma culture ici, les gens, ce qu'on vit, les problèmes qu'on vit à chaque jour. Eh bien, là, on ne le voit pas pendant qu'on fait le voyage, on le voit quand on revient. Quand on voit le voyage, on se transforme, vraiment, on s'en rend pas compte, mais quand on revient, par contre, et puis on voit les événements qui se déroulent au Québec, au Canada, dans notre famille alentour, ça nous rend plus fort, puis ça nous aide à comprendre beaucoup de choses. Est-ce que tu es moins exigeant? Est-ce que tu as besoin de moins de choses pour être heureux maintenant? Est-ce que le grand luxe dans lequel on vit, dans l'ensemble, dans notre société, ça a moins d'importance que ça pouvait en avoir pour toi? Ou? Ça a moins d'importance, c'est évident, parce que nos valeurs sont peut-être... Je peux parler personnellement. Au matérialisme, non. Les valeurs, à ça, c'est l'amitié, c'est très important. L'amour. Mais je vais revenir surtout à l'amitié, ce qui est devenu de plus en plus important pour moi. Plus que l'argent, toutes ces choses-là. D'avoir des personnes qui nous entourent, c'est ce qui fait notre richesse. D'avoir des personnes près de nous autres, qui nous comprennent et qui sont là surtout. Ça remplace beaucoup, ça remplace l'argent. En tout cas, ça, c'est évident. Alors, d'autres voyages en perspective? Ben, c'est assez drôle ce matin. On a déjà reçu une lettre de la Turquie. Je me prépare l'année prochaine à aller étudier avec mon copain à côté. Fait qu'on a déjà reçu une lettre ce matin. Tu vois, pas une lettre, un appel de la Turquie. Fait qu'on se croise les doigts et on espère que ça va fonctionner. Ben, on te le souhaite, puis on le souhaite à ton copain aussi. On a des gens dans notre studio qui sont partis en mission de paix, qui se sont retrouvés à un moment donné dans des pays où il y avait la guerre. Alors, je pense que c'est le cas de Gaëtan, entre autres, Gaëtan Brosseau, qui a vu éclater la guerre à Sarajevo parce que vous étiez en mission de paix, mais le pays a basculé dans la guerre au moment où vous y étiez. Oui, quand je suis parti du Canada, c'était janvier 92. Le contexte en ex-Yougoslavie était que la Croatie, les Nations Unies entraient, la Croatie s'en allait vers la paix, et puis la Bosnie a éclaté. J'étais à Sarajevo où ça a commencé. En fait, je dis où ça a commencé un peu plus dans le sud, mais j'étais présent, puis j'ai vu la séquence des événements. Un peu comme les autres qui ont déjà témoigné, c'est évident que voyager, c'est
apprendre que nos valeurs de Canadiens, de Québécois, sont pas les seules. Tu es obligé, veux pas, de te remettre en question, et puis ben, ça te fait grandir. Puis si tu es confronté à des situations difficiles ou des situations peut-être même dangereuses, ben, tu grandis encore plus vite. Et ça a été votre cas. Et c'était le cas de Michel aussi. Michel, qui à 20 ans se porte volontaire pour être casque bleu en Bosnie. Et quand Gaëtan dit se retrouver dans des situations difficiles, vous vous êtes retrouvé, vous, dans un hôpital où, bon, il n'y avait plus de médecin, il n'y avait plus rien au début? Non, ben il n'y avait plus, ça faisait environ 3 semaines qu'il n'y avait plus de médecin, qu'il n'y avait plus d'infirmière, qu'il n'y avait plus rien. Quand on est arrivé là-bas. Il n'y avait que des malades, des gens blessés. Oui, c'est ça. Ça se passe dans un village fantôme. C'est un hôpital qui est dans une espèce de village fantôme parce qu'il est abandonné. Vu que ça tire trop, il n'y a pas un habitant qui veut rester là. Puis c'est un hôpital pour les gens handicapés ou avec des besoins un peu malades mentaux, si on veut. Fait qu'ils ne peuvent pas s'en aller de là. Fait qu'ils sont obligés de rester là. Eux autres, ils n'ont pas le choix. Puis il n'y a personne qui s'occupe d'eux autres. C'est pour ça qu'on a été envoyés à cet endroit-là. Et vous avez fait quoi, vous, en arrivant là? Ben, quand on est arrivé là, on était supposé protéger l'hôpital. Puis c'est ça, pour attendre le renfort de médecins un peu plus tard, quoi que ce soit, des infirmiers. Sauf que le besoin était trop urgent, puis la guerre, elle a éclaté pas mal. Fait que on n'a pas eu le choix de les aider aussi. Fait qu'on s'est occupé d'eux autres en même temps, d'essayer de garder l'hôpital le plus possible. Ça veut dire s'occuper quotidiennement des blessés, là? Oui, ben c'est ça. Avez-vous des connaissances dans ce domaine-là, vous? Oui, ben disons qu'on avait eu des cours sur les premiers soins, mais moi, j'avais déjà eu une mission UN auparavant, des Nations Unies. Alors, les cours de premiers soins, c'était pas la première fois que j'en avais. En plus, moi, personnellement, à Valcartier, j'avais eu des cours de premiers soins avancés pour ce qui est de donner des piqûres ou comment utiliser la morphine ou, ben non, donner du soluté, des choses comme ça. Fait que c'est pour ça que j'étais plus instruit que tous les autres qu'il y avait là. Fait que c'est moi qui ai été envoyé principalement à guérir les patients, sont vieux, là. Sauf que, c'est ça. Mais tous les deux, vous avez vu des gens mourir autour de vous. On doit faire une courte pause et je reviens à vous deux parce que je veux savoir quand on retourne dans notre pays après, j'imagine que notre façon de voir la vie n'est plus du tout la même. Hein? On vous revient tout de suite après ces messages. Encore une fois, pour une information qui vous concerne, vous faites confiance à Pierre Bruno, Alain Laforêt et toute l'équipe du TVA. Édition 18h. Le bulletin d'information le plus regardé dans notre région. Observez bien ce que vous regardez. Tous les jours, toute la semaine, le jour et le soir, c'est à l'antenne de Télé 7 que vous avez été les plus nombreux. Merci. Fini le temps où tout le monde pouvait s'improviser agent immobilier. Seuls les plus compétents vous en donnent plus pour votre argent. À la Capitale Estrie, c'est par la voie des services à la clientèle qu'on se démarque nettement de la concurrence. La Capitale Estrie est en effet la seule à offrir les garanties APEC et de versement hypothécaire en cas de perte d'emploi. La Capitale Estrie, c'est aussi le financement hypothécaire sur place. Les gens ont vite compris que la Capitale Estrie, c'est sérieux. D'ailleurs, elle occupe le premier rang du volume des ventes en 1994, comme le prouvent les statistiques de la Chambre immobilière de l'Estrie, après seulement 1 an d'existence. 1 an d'existence, au cours duquel les 50 agents de la Capitale Estrie se sont donnés sans compter, en s'impliquant à fond dans les activités de la Fondation du CHU. La Capitale Estrie, c'est 50 agents, un personnel dévoué et Daniel Lambert, le président. Tous se sont donnés pour mission de promouvoir le mieux-être des gens d'ici. La Capitale Estrie pour l'accomplissement de vos rêves. À Sherbrooke, place Andrew Payton, 563 3000. À Magog, place Le Moulinier, 868 3000. Frotter, nettoyer, rincer, nettoyer, tordre et nettoyer. Non merci, juste enlever, jeter le tout le plus loin possible. Voici maintenant Miracle Mop, l'original, la vadrouille qui se tord elle-même. Seul Miracle Mop est fait de 300 pieds de coton bouclé qui ne s'effranche pas, ni éclabousse ou coule. Ainsi, elle dévore la saleté sèche et imprégnée. Elle absorbe les dégâts encore, et encore, et encore. Tordez la vadrouille avec un simple mouvement de la poignée quand elle est mouillée ou à sec selon vos besoins. Le plancher de cuisine étincelle, vous savez que c'est propre.
Rincez, nettoyez votre baignoire et tordez votre vadrouille sans vous pencher. Miracle Mop est utile dans des endroits difficiles d'accès. C'est la seule vadrouille qui se tord elle-même et qui se lave à la machine pour une utilisation hygiénique et sans germe. Elle vous est livrée avec ce dissolvant pour gomme à mâcher et marque de soulier et obtenez gratuitement un tube de DD7. L'original Miracle Mop, garantie complète. Appelez maintenant. Appelez sans frais 1-800-263-5061 ou expédiez 29,95 plus 5,95 de frais de port à Miracle Mop, case postale 10074, département 142, Sainte-Foy, Québec, G1V4C6. Appelez maintenant 1-800-263-5061. Transforme nos vies quand on est envoyé en mission de paix, même si c'est en mission de paix dans des pays où il y a la guerre, comme c'est le cas de Gaëtan et de Michel. J'imagine qu'on revient ensuite. D'abord, Gaëtan, vous étiez père de famille au moment où vous êtes allé en ex-Yougoslavie. Un jeune garçon de 2 ans. Alors, on y pense beaucoup à ça. Oui, disons que dans mon cas, c'est un voyage planifié. Fait que les mois avant le départ, bien, on passe beaucoup de temps avec la famille. On profite du temps présent. On réalise qu'il n'y a pas toujours un temps qui va suivre. On part aussi peut-être avec un esprit un peu moins cavalier. C'est-à-dire qu'on s'en va là avec les intentions fermes de ne pas prendre de chance inutile. Puis on côtoie sur place des journalistes qui font face avec le danger à tous les jours. Puis, par exemple, on peut se présenter à un endroit où les gens, sans s'identifier, vont dire « Toi, tu prends pour les Serbes ou tu prends pour les Croates? » Mais moi, je prends pas pour personne. Moi, j'aime tout le monde. Ça, c'est mes valeurs à moi. C'est mes valeurs de gardien de la paix. T'apprends à négocier, t'apprends... Oui, parce qu'on peut vous prêter toutes sortes d'intentions, d'un côté ou de l'autre. Absolument. On apprend à faire très attention à tout ce qu'on dit parce que ça peut être interprété, ça va être rapporté hors contexte. Puis, on apprend à établir des liens. Parce qu'au travers de cette misère-là, ou de ce conflit-là, il faut être capable d'établir des liens avec des commandants serbes, des commandants croates, des politiciens serbes, des politiciens croates. Parce que sans ça, on ne peut pas faire notre travail, on ne peut pas aider les gens. Est-ce qu'il n'y a pas une méfiance terrible? Bon, d'abord, on ne connaît pas la langue. Tu sais, on est dans un contexte où on les a plus, nos points de repère, mais pas du tout, là. Puis on peut se faire tirer dessus. C'est très vrai qu'on perd nos points de repère. C'est-à-dire que ces gens-là, les gens de l'ex-Yougoslavie, par exemple, ont un passé très différent du nôtre. Donc, ils ont des valeurs différentes des nôtres. Ils ont une histoire à laquelle ils réfèrent tout le temps. C'est un peu un prétexte qu'ils se donnent pour continuer le conflit puis régler de vieux comptes. Finalement, nous, la réponse à tout ça, c'est toujours la même. C'est, moi, l'histoire, ça me fait rien. Il y a des gens qui souffrent présentement. On veut arrêter ça. Bien évidemment, ça te fait apprécier ce que tu as chez toi. Quand tu te tournes vers ta famille puis tu regardes une famille qui a de la difficulté, tu dis, ben moi, je suis très heureux que ma famille soit au Canada et puis m'attendre, puis qu'ils n'aient pas à vivre ça. Est-ce que vous avez encore dans votre esprit des images, des souvenirs, des images presque lancinantes, des choses que vous avez vues là-bas et qui vont vous habiter à tout jamais? Ou... À tout jamais, oui. Bien, comme toute expérience qui nous marque, oui, je vais traîner ça dans mon bagage à moi. Ça fait juste que mon bagage est plus large. Je peux pas dire que ça m'a marqué au point, ça m'a changé. Mais dans mon cas, je suis d'opinion que ça a été positif. Il faut en parler à ma famille. Michel, quand on se retrouve dans un hôpital où on doit, bon, soigner avec vraiment, je sais pas si on appelle ça même les moyens du bord, les gens qui sont là, on doit aussi enterrer des morts, j'imagine. Oui, c'est sûr. Ben, dépendant, comme là, il est venu à un moment donné où il y en avait trop, fait qu'on est obligé de faire un cimetière, là, en arrière, là, dans le cours, fait que c'est sûr qu'il a fallu en enterrer des morts, mais c'est pas pire. Je veux dire, enterrer un mort, c'est pas ce qui est de pire. Je veux dire, c'est plus quand il meurt sous toi, c'est encore pire, tu sais, je veux dire. Vous avez connu ça, vous? Oui, ben, à quelques reprises. Hein. Ce qui est vraiment difficile, c'est peut-être plus les gens qui restent. Un échange de réfugiés. C'est là qu'on se rend compte. Tout à l'heure, on parlait des enfants. Les enfants s'adaptent bien. Ils sont flexibles, ils sont malléables. Ils sont pas attachés à leur maison, ils sont peut-être attachés à leur tricycle, mais ça arrête là. En autant qu'ils ont un âge où ils peuvent avoir une certaine indépendance, c'est remarquable comment ils vont s'adapter.
c'est pas la même chose des handicapés ou des personnes âgées qui tout d'un coup perdent leur autonomie, se retrouvent avec un baluchon sur l'épaule et ont comme bagage de vie ce baluchon. Ça, c'est plus difficile. Michel, est-ce que vous faites le projet de retourner à un moment donné ou si on se dit quand on a connu une mission comme ça, il faut vraiment après vivre dans un pays où on a la sécurité pendant un bon moment. Allez-vous vous porter volontaire à nouveau? Possiblement. Pourquoi? Pas présentement, mais j'adore voyager. C'est pas la première fois que je vais dans un pays étranger. Ça fait plusieurs fois. Puis, OK, on peut avoir des mésaventures, mais ça arrivera sûrement pas tout le temps. Si ça arrive tout le temps, ben là, on verra. Là. Vous avez eu peur pour votre vie à un moment donné? Oui, ben plusieurs fois, ça c'est certain, ça. Je veux dire, un peu tout le monde a peur de leur vie là-bas. OK, pendant ce temps-là, j'étais dans un secteur qui était un peu plus à risque élevé, si on veut. Fait que c'est arrivé souvent que, oui, j'ai eu peur pour ma vie, oui, mais tout le monde. Pourquoi il y avait des bombardements autour? Oui, ben il y a des bombardements tout autour. Quand on passe en véhicule, on se fait tirer sur notre véhicule. Autant le véhicule pourrait détraquer puis rentrer dans le fossé, dans la rivière, ou ben non, exploser, on sait jamais, ils peuvent tirer n'importe quoi. C'est sûr. Et on fait quoi? On se bâtit une sorte de carapace ou on se dit, je suis né sous une bonne étoile, ou on arrive à oublier la mort complètement? Ben disons que moi, pendant que j'étais là-bas, c'était pas à la mort que je pensais, c'était plutôt d'essayer d'aider les autres. Que les autres, il y avait déjà des problèmes justement avec la mort, là. C'était plutôt d'aider les patients, là. Ça prenait tellement de temps, c'est 24 heures sur 24 pendant des semaines, là. Fait que c'est pas, là... Ça change. Tu penses pas à mourir, toi, là. Ça change un gars de 20 ans, ça. Oui, possible. Une mission comme celle-là, une mission comme celle-là, surtout pas surtout les jeunes, mais tous les gens qui y vont, ont une chance ont la chance de pouvoir vraiment aider beaucoup de gens. Il y a des moniteurs qui ont fait des cordons humains pour sortir une 60aine d'aveugles de la zone de bataille. Bon, mais ils n'ont pas hésité à mettre leur corps entre les belligérants pour sortir les groupes. Puis ça, ben, t'apprends sur toi. T'apprends que t'es capable de garder ton sang-froid dans des moments très difficiles. Puis de ça, t'en sors grandi. On s'arrête là-dessus, on vous revient. Oui, je reviens à Marcel tout de suite après ces quelques messages. Le Collège moderne de Trois-Rivières, gagnant du prix de la Celtique pour l'excellence de son service à la personne, annonçait récemment un tout...